What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour et bienvenue dans What's Next, le podcast dédié aux acteurs qui font bouger les lignes de l'efficacité énergétique. Je suis Sarah Judic, chef de projet communication chez Adviseo et je vous retrouve pour animer ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour nos collectivités territoriales, la maîtrise de l'énergie. Comment les communes, départements et régions peuvent-elles reprendre en main la consommation énergétique de leurs bâtiments ? Nous explorerons les défis rencontrés, des obstacles réglementaires aux contraintes budgétaires et comment les surmonter. Nous mettrons également en avant des initiatives et des bonnes pratiques qui montrent qu'une gestion énergétique efficace et durable est à portée de main. Et pour ce faire, je reçois aujourd'hui Renaud Mesmin, ingénieur éco-énergie pour la ville de Rosny-sous-Bois, et Amaury Fievez, doctorant pour le programme ACTE. Bonjour Renaud. Bonjour. Bonjour Amaury. Bonjour. Pour introduire, Renaud, pouvez-vous vous présenter et nous présenter le patrimoine de Rosny-sous-Bois ? Renaud Mesmin, je suis à la mairie de Rosny-sous-Bois depuis 3 ans. Je travaille sur les questions de maîtrise énergétique et de sobriété. Mon rôle en ce moment, c'est clairement de faire des économies sur un patrimoine, on y vient, qui est vieillissant, donc qui est sorti de terre pendant la grande vague des années 60-70. On est devant un énorme défi, celui d'entretenir ce parc qui vieillit, tout simplement, et dans un contexte économique et politique qui est pour le moins assez compliqué. Et au niveau du patrimoine, est-ce que vous avez des chiffres un peu clés sur Rosny-sous-Bois ? Le nombre de bâtiments, on est à 160 lignes tout compris, ce qui est beaucoup. On en a conscience. On a en tout aux alentours de 105 000 m² en gestion directe, nous, à la direction des bâtiments. Et si on parle uniquement de la liste des bâtiments qui sont soumis à Opérat, ils sont concentrés sur 56 sites. Amaury, pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de l'ACTE et quel est votre rôle précisément ? Oui, alors le programme ACTE, c'est un programme de C2E, donc de certificats d'économie d'énergie qui sont une obligation financière pour les fournisseurs d'énergie qui peuvent financer soit des travaux d'efficacité énergétique, soit des programmes. Alors ACTE est un programme qui s'adresse aux collectivités territoriales, qui a pour vocation à financer l'ingénierie de ces collectivités, à financer des recrutements d'ingénieurs thermiciens, thermiciennes au sein de leurs services, à financer des audits énergétiques, à financer des schémas directeurs, à financer tout un tas de choses qui doivent permettre de massifier la rénovation énergétique de leur parc de bâtiments. Mon rôle au sein du programme ACTE, il est assez spécifique puisque je suis donc chargé de mission recherche. Je m'intéresse aux questions liées à la gestion climatique de ces bâtiments. Et où en sont les collectivités aujourd'hui dans l'atteinte de leurs objectifs énergétiques ? Est-ce qu'on a des chiffres clés ? Quel est votre regard par rapport à ça ? L'énergie, c'est une quantité qui se compte, qui se mesure. À l'échelle nationale, ce qu'on mesure, c'est que la quantité d'énergie finale consommée dans les bâtiments tertiaires n'a pas bougé depuis le début du décret tertiaire. En fait, elle n'a pas bougé depuis 2008. On était en hausse constante depuis 1990 à peu près, voire même avant, jusqu'en 2008. Et à partir de là, on est sur un plateau très légèrement descendant. Donc en fait, il ne s'est pas passé grand-chose à échelle nationale. À échelle plus locale, pour les collectivités qui comptent l'énergie consommée dans les bâtiments, ça dépend. Ça dépend, des collectivités sont assez en avance, des fois. La plupart sont un peu plus en retard. Et justement, Renaud, vous, où vous en êtes par rapport à toutes les réglementations qui sortent ? Quels sont vos objectifs ? Quelles sont vos priorités du moment ? Où on en est ? Déjà, quand j'écoute Amaury, je me rends compte qu'on n'en est pas si grave, pour commencer. À Rosny, en fait, on sort de 10 ans à peu près d'un grand plan école qui était censé soutenir la démographie croissante de la ville et qui a été long, qui a capté beaucoup d'investissements sur l'exercice d'investissement de la mairie. Ce plan école, il a été hyper bénéfique parce qu'il nous a permis de sortir quasiment une école par an. Ça fait 10 bâtiments d'école. C'est loin d'être anecdotique. Surtout que le travail qui avait été fait à l'époque avait été plutôt bien fait. Ils avaient choisi des sites qui étaient vraiment en délicatesse pour les rénover. Donc ils ont pris les sites, grosso modo, les pires des épaves thermiques du patrimoine et ils les ont ramenés
au meilleur des niveaux possibles. On y reviendra plus tard, je pense. Mais en tout cas, on a sorti des écoles qui sont vraiment, vraiment de très, très bonnes factures énergétiques et qui nous permettent aujourd'hui de faire d'énormes économies. Au global de la ville, on a réalisé 48% d'économies depuis 2010. Je parle en valeur absolue. En valeur relative, on a encore du mal à les compter. Et j'arrive justement sur la deuxième partie de la question, c'est que, pour résumer, si on devait faire si je devais me noter sur les deux réglementations qui nous contraignent en ce moment, c'est-à-dire le décret tertiaire et le décret Bax, je nous mettrais un bon 17 sur le décret tertiaire et un petit 6 sur 20 sur le décret Bax. On n'a pas rien fait, mais pour le coup, on court derrière. Alors que sur la partie décret tertiaire, on est vraiment loin devant. On sait que la fin du plan école qui va se terminer d'ici 2030 nous amènera aux réductions d'énergie. Et pourquoi justement on a cette différence entre les réponses au décret Bax et la réponse au décret tertiaire? C'est une bonne question. Mon analyse, c'est que le décret Bax, c'est pas un mauvais texte. Par contre, c'est un texte qui tient pas compte des moyens humains qu'ont les collectivités territoriales. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit 5 personnes comme moi pour bien suivre les installations qu'ils nous demandent de mettre en place. Du coup, tout le jeu aujourd'hui, pour moi, ça consiste à trouver le juste milieu entre l'installation qui est nécessaire et l'installation qui zélée, on va dire, qui répond à une réglementation sans vraiment y réfléchir et qui nous emmène dans un cercle où l'installation en elle-même apte du travail, apte de l'investissement pour l'entretenir. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui parce que c'est des euros qu'on n'a pas ou plus. Et du coup, aujourd'hui, chaque euro compte. Et le but du jeu, c'est de s'en servir, de lui mettre un effet levier le plus grand possible. Ok. Et justement, on parlait des moyens humains. Vous avez un peu répondu à la question. Mais Amaury, est-ce que les collectivités ont les moyens humains et financiers pour répondre aux priorités qu'elles peuvent avoir ? Non, je ne peux pas répondre positivement à cette question. On vient de l'entendre. Une ville comme Rosny-sous-Bois qui est très en avance, qui fait de super choses, on vient de l'entendre, est sous-staffée par rapport à tout le boulot qu'il y a à faire. C'est beaucoup de boulot, gérer l'énergie d'un bâtiment. C'est du terrain, c'est du chantier, c'est du suivi. Il faut beaucoup de gens et des gens compétents. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Quelques-unes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'argent à disposition pour les collectivités. Premièrement, le programme Acté qui finance justement les recrutements de personnes qui vont travailler sur ces parcs de bâtiments. On peut avoir aussi des financements par Acté ou par d'autres structures de ce qu'on appelle des schémas directeurs immobiliers. On peut avoir des financements de systèmes de pilotage de bâtiments. On peut avoir du financement pour des travaux, pour le fonds vert. Donc aujourd'hui, une collectivité qui veut se lancer dans un projet de rénovation de bâtiment peut voir son projet être financé sur toutes les phases du projet. La question, c'est le point de départ, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un pour porter ce projet ? C'est le point de départ. Donc avant de parler de moyens financiers, même si l'un va avec l'autre, il faut d'abord parler de moyens humains. Une fois qu'on a des personnes qui savent monter des dossiers, ils peuvent récupérer de l'argent sur les différents guichets qui existent aujourd'hui. Et au-delà des moyens humains, Renaud, quelles sont les principales contraintes et difficultés que vous êtes amené à rencontrer ? Les difficultés, c'est qu'on manque de moyens. Et moi, je parle alors que je suis dans une collectivité qui a su à un moment se les donner. Et même en se les donnant en large, parce que créer la DRI, c'était quand même un sacré souhait. Il fallait vraiment le vouloir pour le faire, parce que c'est pas simple de créer un cabinet d'architecture intégré à une mairie. Mais même en ayant tout ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et là, le combat dans ce moment, c'est le portage politique et la disponibilité des fonds. En tout cas, de trouver des solutions qui sont financièrement tenables. Et Amaury, selon vous, quelles seraient les bonnes pratiques à avoir ? Qu'est-ce que vous recommanderiez aux collectivités pour justement faire face à ces difficultés-là ? Il faut des gens pour porter ces projets. Il faut recruter des personnes parce que sinon, s'il n'y a personne qui porte les projets, juste les projets ils n'avancent pas, même ils naissent pas. Donc il faut des personnes pour porter ça, des personnes compétentes. J'ai pas de liste de bonnes pratiques, les 12 points pour bien rénover un bâtiment. Je trouve que ça serait un petit peu pompeux peut-être, parce que le boulot il est sur le terrain.
Du bâtiment, c'est du cas par cas. Il y a quelques généralités qui se reproduisent un peu partout, mais par contre, chaque bâtiment a un peu sa personnalité. Donc, donner des grandes pratiques, des bonnes pratiques à échelle nationale, c'est un exercice très délicat. Cependant, en termes de généralité, outre le fait de s'entourer de gens qui travaillent sur le sujet, il faut se préparer à ce qui va arriver, parce qu'on a fait, à partir des années 50, on avait beaucoup d'énergie. Donc on a construit plein de bâtiments, et comparé à ce qu'on faisait avant, on les construisait un petit peu moins bien. Donc ils étaient moins... alors la vraie intelligence, par exemple, le bioclimatisme. On a des bâtiments qui ont été construits dans ces années-là, et même jusqu'à très récemment, qui tiennent très mal à la chaleur, par exemple. Donc des grandes tours avec plein de verre partout qui deviennent des fours. À cette époque-là, on s'en inquiétait pas trop parce que on avait plein d'énergie et on mettait de la climatisation, et si ça surchauffait, bon ben c'est pas grave, on climatise. Sauf qu'il y a deux choses, l'énergie on en a de moins en moins, elle risque de coûter de plus en plus cher, voilà, c'est un risque, mais en tout cas physiquement il y en a de moins en moins, et il risque aussi de faire de plus en plus chaud. C'est ce que nous dit le GIEC depuis quelques décennies. Pour l'anecdote, en mars de cette année, j'ai eu une réunion dans un four, enfin un grand bâtiment avec plein de vitres. Donc on était une dizaine dans une salle de réunion. On l'a climatisé au mois de mars. Parce qu'en fait, le bâtiment intelligent, bon, c'est un four. Donc le rayonnement, pas un beau mois de juin, mais on a un beau mois de mars. Donc le rayonnement a frappé très fort dans la pièce. Les fenêtres étaient fermées. On était 10 en train de réfléchir avec les PC. Le bâtiment intelligent a démarré la climatisation. Mais ça, pour info, c'est un truc dans le métier, on le sait. Donc bon, là, ça ouvre deux pépins. Le premier, c'est que les bâtiments intelligents sont pas toujours si intelligents que ça. En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour... c'est très bien le pilotage, le système de pilotage, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour piloter. Donc encore une fois, il faut des gens. Et le deuxième sujet, c'est que si au mois de mars, on a besoin de climatiser, bon, là, il fallait ouvrir la fenêtre et faire un peu. Au mois de juillet et au mois d'août, ces bâtiments sans clim, on peut pas y vivre. On a beau faire tout ce qu'on veut en termes d'adaptation passive, des fours au mois d'août, on n'y vit pas. Donc il faut se poser la question de quel est l'avenir de son parc de bâtiments, se poser des questions très sérieuses, parce que là on parle même plus d'économie d'énergie, on parle de surchauffe, on parle juste de pouvoir habiter. Ok, on parlera justement tout à l'heure des défis un peu de demain, des prochaines étapes qui nous attendent. Renaud, par rapport aux difficultés sur lesquelles vous avez été confrontés, quels outils, démarches vous avez mis en place? Est-ce que vous avez un exemple concret peut-être de projet où vous avez réussi à surmonter une difficulté majeure et comment vous y êtes parvenu? Les projets de la mairie de Rosny, c'est plutôt les écoles qui sont rénovées ou sortent de terre. Là, pour le coup, il y en a des très beaux projets, vraiment des très très beaux projets que j'invite n'importe qui à aller visiter s'il en a l'occasion. Ça vaut vraiment la peine et ça donne un peu espoir aussi. C'est pour ça que je le dis, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui essayent de toute leur force de pousser des projets et de donner du sens à ce qu'ils font. La DRI en fait partie, mais je sais qu'il y en a d'autres. Il y a... je pourrais en citer plein, mais il y a un référentiel là, qui tourne en Île-de-France, c'est le BDF. Cette certification, pour moi, elle est pleine de sens. Déjà, elle est locale, donc elle est en plein dans le développement durable. Si je dois parler vraiment de ce que j'ai réussi à faire, je pense que pour les territoires, le gros avantage qu'on a, c'est que les équipes qui sont dans les bâtiments, on les maîtrise. On n'est pas dans le cas d'un propriétaire qui a des locataires et qui doit déjà galérer pour récupérer la donnée. Nous, on n'a pas tout ça. La donnée, on l'a. Elle arrive au siège. Je l'ai avant que les utilisateurs sur site l'aient. Sur la sobriété, on a fait vraiment un bon chiffre. On a économisé 700 000 euros, je crois, sur une facture énergétique qui devait faire 3,6 millions de tête. Du coup, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et ça, on l'a fait en un an. Du coup, dans les projets qui fonctionnent, c'est faire confiance à son personnel déjà, communiquer, former et être sur le terrain. Régler les machines, c'est ce que dit Amaury depuis tout à l'heure, c'est que une machine c'est bien, ça peut faire plein de choses, mais il faut aller la voir de temps en temps, lui dire coucou, regarder ce qui va pas dans le bâtiment, re-régler le planning, parce que peut-être que depuis la semaine dernière, le mardi matin on n'a plus personne. Il y a plein de choses comme ça à faire au quotidien, et en fait l'essentiel de ce qu'on a fait cette année-là, c'est uniquement cadrer les dérives. Et uniquement en cadrant les dérives, on a fait... j'ai plus le chiffre en tête, mais 28% d'économie. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie,
Et là, en un an, juste avec des installations sans 1 euro d'investissement, juste en réglant, on a réussi à faire des résultats. Du coup, je dirais que l'un des grands leviers qui peut servir sur les territoires, c'est justement le fait qu'on maîtrise les équipes et qu'on peut compter sur elles, d'une certaine façon. Rien que la gaspille sur un territoire comme le 93, qui est quand même pas très instrumenté, je pense qu'il y a 30% d'économies à faire dans quasiment toutes les villes. Je peux même aller un petit peu loin que toi. Je suis prêt à faire le pari que dans la quasi-totalité des bâtiments, on peut atteindre les premières échéances du décret tertiaire uniquement avec des actions de réglage. Le nombre d'écoles qui sont chauffées pendant les vacances, le nombre de bâtiments qui sont climatisés quand les pièces sont vides, c'est énorme. C'est énorme. Si on n'a que quelqu'un comme moi, c'est-à-dire pas un technicien, genre un économe de flux, je pense qu'on peut faire entre 20 et 30, juste avec du planning, de l'organisation, déplacer des équipes, fermer les écoles, couper les gymnases, mettre les réduits appropriés, faire appliquer les régimes de température, juste en faisant la base. Là, on n'a pas encore touché au confort. On a juste fait appliquer la base. Ça, 20 et 30%. Sur le patrimoine du 93. Les autres patrimoines, je n'en parle pas parce que je les connais moins bien. Pour parler avec mon confrère de Vincennes, il n'a pas du tout les mêmes problématiques, lui. Ensuite, si on a des techniciens qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis et d'aller régler plus finement les installations du paramétrage technique, je pense qu'on peut quasiment aller chercher les 40%. Et là, on n'a pas encore investi. C'est assez stupéfiant de se rendre compte que de tous les gâchis qu'on peut avoir. Et partout, toi, tu as parlé de ton patrimoine, mais en fait, on va voir à peu près n'importe quel patrimoine et je suis à peu près convaincu que des aberrations énergétiques, on peut en trouver partout. D'ailleurs, on en voit partout. Tu as parlé de gaspille. C'est pas un sujet nouveau, d'ailleurs. La chasse au gaspille, je sais pas si ça vous parle, c'était un sujet des années 80, quand les politiques d'économie d'énergie s'appelaient les politiques de maîtrise de l'énergie, qui est le nom du podcast d'ailleurs, la maîtrise de l'énergie. Donc c'est un sujet qui date pas d'aujourd'hui. Tout ça, on le sait depuis les années 80. Le petit personnage gaspille, quand on chassait les gaspilles. Donc c'est pas du tout un sujet nouveau. On n'a rien inventé. Donc c'est pas du tout nouveau en fait, tout ça. Le seul truc, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, personne s'occupait de ça. Et là, ça commence à redevenir un sujet, d'une part parce que les contraintes environnementales commencent à s'emballer, en particulier l'été, et d'autre part parce que l'énergie, on se rend compte qu'il n'y en a plus des masses. Du coup, réponse, on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Est-ce que vous avez des recommandations pour les prochaines étapes à franchir pour les collectivités ? Je vais refaire descendre le niveau d'optimisme de ce podcast. Dans le cadre de mes recherches, je passe mes journées à regarder des courbes, les prévisions du GIEC, les prévisions météorologiques pour les années à venir en France. Donc c'est assez inquiétant. Le sujet de demain, voire le sujet d'aujourd'hui, c'est la chaleur. C'est qu'on arrive à gérer cette surchauffe dans les bâtiments, mais pas que. Parce qu'en fait, en s'intéressant aux bâtiments, on se rend vite compte que c'est un sujet de quartier, qu'il faut s'intéresser à la ville. Donc la question qui est, qu'est-ce qu'il y a à en prendre en compte par les collectivités sur les sujets de demain, c'est le chaud. Plus une seule fenêtre sans voler, le rayonnement. Voilà une bonne pratique qu'on peut adapter à quasiment tous les bâtiments. Plus une seule fenêtre sans protection solaire. Et Renaud, quelles sont les prochaines grandes étapes pour votre stratégie énergétique de votre côté ? Moi, je dirais plutôt garder le cap. Il y a un sujet que j'ai tâché d'aborder tout à l'heure et qui est, à mon avis, je ne l'ai pas fait dans suffisamment de détails, je vais revenir dessus. C'est le fait de flécher l'euro vers des rénovations ou des bâtiments qui sortent de terre. C'est hyper important. Je repasse sur quelque chose là que... On fait souvent des réunions MVE, qui est située à Montreuil, qui sont des agences locales qui nous aident, nous, territoires, à nous dépatouiller avec l'énergie, en particulier pour les villes où il n'y a pas de postes comme le mien qui ont été créés. Du coup, maintenant, ça commence à arriver. Mais l'un des rôles, c'est de nous réunir, du coup, moi et mes homologues. Et souvent, quand on discute, ça fait un peu peur parce que j'ai l'impression que les gens qui s'en occupent n'ont pas encore bien compris la philosophie du texte et surtout le contexte dans lequel on est obligé d'agir. Le décret tertiaire, s'il a été bien pris par le bon bout, c'est un texte pas si ambitieux que ça, en réalité. Je veux dire, dans une collectivité territoriale,
il y a une dynamique. Mais dans une ville comme Rosny, où il y a de la pression démographique, de la pression foncière, on investit régulièrement sur le patrimoine. Du coup, la question de savoir si l'investissement va arriver se pose pas, puisque nous, on change, la société change, les écoles apparaissent, d'autres bâtiments sont détruits, reconstruits. Il y a une vie du patrimoine. Du coup, dans cette vie, on peut immiscer des objectifs énergétiques à la construction ou au début des phases de maîtrise d'œuvre, des rénovations, pour arriver à un résultat. Et du coup, pour moi, tout l'enjeu, c'est de protéger l'ambition de ces projets-là. Parce que quand on sort une école qui consomme le 10e d'une école construite dans les années 60, on n'est pas au décret tertiaire, on prend de l'avance, en réalité, parce qu'on permet de compenser aussi une partie des consommations qui est sur l'ancien patrimoine, en prenant beaucoup d'avance sur les réductions qui nous sont demandées. Moi, mon message pour les territoires qui sont dans des situations comme à Rosny, où les finances sont, sans être complètement catastrophiques, sont tendues, sont sous pression, il faut, bâtiment par bâtiment, amener le parc à des ratios actuels. Du coup, le but, c'est pas de faire beaucoup, le but, c'est de faire bien. Et si on fait bâtiment par bâtiment, en sortant un tous les 2 ans, d'ici 2050, on s'en sort. Par contre, c'est 80% du budget d'investissement qui part là-dedans, d'ici à ce que les objectifs soient atteints. Et ça, c'est un retour d'expérience. Ça, je veux dire, à Rosny, on le maîtrise, ce chiffre. Du coup, dans un contexte où l'investissement est une peau de chagrin, évitons de faire des grands plans d'études sur tout le patrimoine, concentrons les efforts là où on sait qu'il y a un gain à court terme ou à moyen terme à faire, et en faisant ça, on n'a pas forcément besoin de planifier outre mesure. Du coup, une bonne plateforme d'hypervision, ça c'est hyper important. Savoir où on consomme, comment on consomme, et dans quelle proportion. Maîtriser ses aléas, maîtriser les dérives, hyper important. Bien plus important que les centaines de milliers d'euros d'études qu'on pourra nous fournir. Une fois qu'on a identifié un projet, là il faut mettre de l'étude. Là il faut mettre le paquet, il faut faire plein d'études pour savoir avoir une vision bonne et précise des directions qu'on va faire pour nos projets. Mais faire 200 audits sur un patrimoine pour empiler du papier sur un bureau, c'est contre-productif. Parce qu'on dépense de l'argent à faire ces audits et à la fin, zéro économie. Pour revenir sur ce que vient de dire Renaud, justement, alors un palliatif à toutes ces études qui finissent dans les placards, c'est justement les économes de flux. Donc les gens comme toi, en fait, qui viennent faire le boulot. C'est la base, il faut des gens pour porter les projets. Sinon, vous dépensez de l'argent pour des audits qui peuvent être intéressants, mais qui finiront dans un placard. Et 5 ans après, vous refaites la même chose, jusqu'à ce que... je sais pas. Mais oui, parce qu'en plus, un audit, il est obsolète à partir du moment où on a touché au bâtiment. Ah, oui. Donc il faut le remettre à jour. Alors, tu as dit autre chose aussi qui est intéressant, c'est d'instrumenter les bâtiments. Encore une fois, l'énergie, c'est une quantité, ça se mesure. Si on mesure rien, on navigue à vue. C'est comme si on était sur l'autoroute, on n'a pas de tableau de bord, on ne sait pas à quelle vitesse on va, on ne sait pas combien il reste d'essence. C'est comme si on avait le pare-brise qui était tout opaque. Mais si on ne compte pas l'énergie dans les bâtiments, si on ne sait pas ce qui part dans quel endroit, on ne peut rien faire. On essaie de piloter, même pas à vue, c'est dans le brouillard le plus complet. Donc, prendre des gens dans les services, passer du temps sur le terrain, parce que c'est un sujet de terrain, compter, mettre des compteurs sur les différents réseaux, et puis mettre du jus de cerveau, et surtout mettre les mains dans le cambouis, puisqu'on parle de sujet de chantier, et ça c'est un point qui est très important aussi, c'est que le problème du bâtiment ne va pas se régler avec un tableur Excel, il va se régler en faisant du chantier, en allant sur place, en parlant aux gens qui sont là-bas. Et on n'a pas parlé des aides disponibles aussi pour les collectivités. Il y a beaucoup d'aides. On parle des aides nationales, donc on va avoir sur des travaux, parlons de travaux, on va avoir le fonds vert, on va avoir la DSIL, on va avoir pour d'autres communes la DETR. Localement, il y a des choses aussi. Ça, faut pas l'oublier, les régions ont des aides, les départements ont des aides. Il y a plein d'aides partout. Donc les ministères ont des aides. C'est compliqué de naviguer entre tout ça. Attention, les aides, ne pas être complètement drivé par ça, parce que ça peut nous amener dans une mauvaise direction.
On fait nos projets selon des raisons qui sont pragmatiques. Et ensuite, on essaie de compléter ce projet avec toutes les aides qui existent. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal des aides. Le fonds vert, on peut financer un projet, jusqu'à 25%. Je crois que c'était les dernières nouvelles pour 2024. En 2023, on pouvait financer beaucoup plus, mais c'est cumulable avec d'autres fonds. C'est cumulable. Il y a la Banque des Territoires aussi qui peut faire des prêts. C'est possible de faire ça. C'est un vrai métier. Ensuite, en parallèle, d'avoir encore une fois des gens qui passent leur temps à monter des dossiers. C'est comme ça. Ça fait partie de l'administration, à monter des dossiers. Et à partir de là, on peut voir un beau dossier qui est monté du début à la fin. C'est une collectivité candidate au programme ACTE, récupère des économes de flux, alors il faut les recruter, récupère des économes de flux, un peu de financement sur les études, monte un projet, maître d'œuvre, etc. Arrive en phase travaux, dépose le dossier, fonds vert, décile, mais en fait, entre 60 et 80% du dossier, il est financé du début à la fin. Et peut-être même qu'un jour, on aura du financement sur de la maintenance, de la maîtrise d'usage. Et là, ça serait vraiment le top. Et là, on a vraiment un accompagnement du début à la fin. Tu me fais une transition. Des financements sur la partie exploitation, je ne suis pas sûr qu'on y arrive un jour, dans le sens où personne va nous donner des euros pour maintenir notre patrimoine. J'ai du mal à y croire. Je ne vois pas la tenabilité économique. Par contre, il y a d'autres dispositifs qui sont aujourd'hui hyper intéressants. On n'a pas trop eu le temps d'en parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des marchés de performance à paiement différé. Donc c'est MGPEPD, donc c'est marché global performance énergétique à paiement différé. Et c'est là-dessus qu'on est en train de discuter avec un partenaire et la Banque des Territoires, justement sur ces sujets. Et ce que ça nous permet en réalité, c'est de mobiliser des acteurs économiques qui viennent, eux, ils veulent travailler. C'est une entreprise du capital, elle a besoin de créer du travail pour créer de la valeur. Du coup, elle se dit, si vous n'avez pas de quoi m'acheter, nous, on a des fonds. Et toute l'idée est là. Ils ont les fonds, ils investissent à notre place et ils se rémunèrent dans les économies d'énergie. Alors, ça ne peut pas s'appliquer à n'importe quels travaux, parce qu'il faut quand même que les travaux réalisent des économies suffisantes pour amortir une installation. Mais par exemple, là, on étudie de la géothermie peu profonde. Sur l'hôtel de ville de la mairie de Rosny, qui est un problème vraiment très dur. On est dans ce contexte, on a une tour verre, simple vitrage, enfin l'épave thermique. L'épave thermique par définition. Et on a un gros problème avec la clim, parce qu'elle est à eau perdue. Donc on ne peut pas la rénover aujourd'hui puisque c'est interdit. Et on est dans un contexte urbain où on ne peut pas mettre de clim extérieure parce que ça ferait trop de bruit pour les voisins. On n'a pas 36 solutions. Mais pour faire de la clim dans un contexte comme ça, soit il y a un réseau de clim qui passe, on a de la chance, on se raccorde, mais on n'est pas à Clim Espace dans le 16e. Soit on fait de la géothermie, en gros. Du coup, la géothermie, c'est quand même pas donné. Enfin, c'est un investissement qui est conséquent. Par contre, derrière, il y a une maîtrise de l'énergie qui les vaut. Et ben, ils renversent la balance. Plutôt que d'investir d'abord et de rentabiliser ensuite, on n'investit pas. On laisse l'entreprise qui fait les travaux prendre ses risques avec son capital. Et derrière, là où c'est magique et où ça change tout, c'est que si on intéresse l'entreprise dans le volume des économies, ils ont intérêt à aller faire ces économies. Parce que c'est leur marge. Du coup, plus ils remboursent vite, en gros, plus ils margent, eux. Et c'est là où ça devient un peu génial, ce truc. Où on n'est plus dans des marchés où des entreprises nous livrent des bâtiments sans s'intéresser à leur exploitation. Là, ils ont obligation d'être bons pour que ça fonctionne derrière. Et du coup, nous, on est en train d'y réfléchir parce que ça nous permet d'avoir des travaux en achetant la sécurité. Et puis au pire, si jamais il y a un risque derrière, financièrement, on n'est pas les seuls. Il y a aussi l'entreprise qui nous amène la solution, qui est un peu impactée. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça en ce moment. Il y a des groupes de travail avec des juristes, des gens qui maîtrisent des concepts incroyables, qui sont en train de se penser sur la question. Et la Banque des Territoires qui est en train de se pencher très sérieusement sur la question pour monter des structures tierces pour porter des projets avec justement des entreprises du privé. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que, avant de finir, vous avez un mot de la fin, quelque chose, peut-être un sujet qu'on n'a pas évoqué, que vous voulez évoquer ? Faut instrumenter, il faut maîtriser sa conso. Du coup, nous, on a eu l'opportunité d'Adviseo dans le cadre du programme de la MGP, mais je ne regrette pas, c'est une bonne solution. En tout cas, elle nous satisfait, elle est meilleure que celle qu'on avait avant, c'est sûr.
et elle va nous permettre de faire du mieux. Et je voudrais aussi dire quelque chose peut-être d'un poil plus personnel, parce qu'on vit des moments compliqués. On en parlait avant d'entrer en session avec Amaury. Je suis pas sûr qu'il fasse très bon vivre à être économe de flux avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. Moi, je pense qu'une manière de se rassurer, déjà, c'est de descendre au niveau terrain. Ça permet déjà, nous, de nous dire qu'on n'est pas juste des gens qui parlent et qui brassent de l'air. Ça fait du bien. Et de faire des économies, d'être actif, de les réaliser soi-même, ça permet aussi de comprendre des choses et de se rassurer sur sa légitimité. Et derrière, surtout, c'est garder le cap. Il faut continuer à dire les choses, à garder un raisonnement qui est scientifique, qui est fondé sur de la donnée, pour apporter à nos élus et à nos décideurs suffisamment de matière pour prendre des décisions. Moi, je vais aller dans le sens de Renault. On n'imagine pas piloter une voiture sans tableau de bord. Dans ce cas, il n'y a pas de raison qu'on puisse piloter un bâtiment sans tableau de bord. Donc, instrumenter, suivre, regarder ce qui se passe. C'est indispensable avant de pouvoir faire quoi que ce soit de pertinent. Il y a une réflexion à poser, c'est vrai, sur le futur du métier d'économe de flux. Il y a plein de choses à faire et je sens qu'en effet, il sera plus terrain, le métier d'économe de flux. Merci Renaud, merci Amaury pour votre intervention sur ce podcast. À très bientôt sur le podcast What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo.